Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Je précise, pour être complet, que vous êtes candidate à la présidence de la région Île-de-France en 2015 et que vous venez de publier un livre qui est tout un programme. Voulez-vous sortir de la crise aux éditions Albin Michel. On va commencer, si vous voulez bien, par le projet de budget 2014. Vous allez naturellement voter contre. Le gouvernement table néanmoins sur une croissance de 0,9%. Ça ne vous paraît pas réaliste ? Si, je crois qu'aujourd'hui, la France profite à la marge d'un frémissement de croissance et de reprise qui touche le monde entier. Le problème, pour moi, c'est que ce frémissement, nous devrions l'entretenir, nous devrions lui donner de l'oxygène, l'amplifier. Et c'est évidemment pas ce que fait le gouvernement en faisant le choix de l'impôt et notamment de 12 milliards de taxes supplémentaires sur les ménages cette année, ce qui va évidemment asphyxier la consommation, la croissance et la création d'emplois dans le secteur privé. Alors, Nadège. Madame Pécresse, on a vu que 2 enseignes sont interdites de travailler le dimanche, Castorama et Leroy Merlin. Il y a également Sephora, qui n'a plus le droit de travailler le soir. Aujourd'hui, 14 magasins ont malgré tout ouvert et risquent de grosses pénalités. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cela ? Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement joue contre l'emploi. Je ne suis pas pour la généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche sur tout le territoire, mais il y a des lieux de vie qui, compte tenu de circonstances de consommation exceptionnelles, je pense aux métropoles, je pense aux grandes gares, je pense aux grands centres commerciaux, je pense aux lieux touristiques comme les Champs-Élysées. Je pense que dans ces endroits, eh bien, il faut écouter les salariés et les entendre. Ils souhaitent travailler plus, gagner plus, ils souhaitent pouvoir ouvrir le dimanche de façon à ce que les habitudes de consommation se fassent de manière plus douce, plus conforme à la qualité de vie des habitants. C'est évidemment le cas en Île-de-France. Et qu'est-ce que vous pensez alors des pénalités qu'on va leur donner ? Parce que je crois que c'est 120 000 euros par dimanche, c'est cela. Vous voulez une suspension ? Vous souhaitez quoi ? Je crois que la loi doit changer. La loi doit changer. Je milite depuis des années pour un changement de législation sur l'ouverture des magasins le dimanche, avec la possibilité dans les grandes métropoles, sur des lieux de consommation qui sont des lieux de consommation, je le dis, de grande consommation, qu'on puisse ouvrir le dimanche dès lors qu'il y a un accord gagnant-gagnant avec les salariés et des protections supplémentaires et des salaires supplémentaires offerts aux salariés. Et vous raisonnez de la même façon pour Sephora qui veut travailler le dimanche soir, ou même tous les soirs d'ailleurs. Sephora veut ouvrir la nuit parce que les Champs-Élysées, c'est un lieu tout à fait particulier, reçoivent énormément de touristes qui se baladent la nuit. Il y a une consommation de nuit qui est tout à fait exceptionnelle. On n'est évidemment pas là. Je crois que leur chiffre d'affaires, c'est 20% la nuit. Mais oui, et puis vous voyez bien que les personnes qui viennent sur les Champs-Élysées, si elles ne peuvent pas consommer à Paris, elles consommeront à Londres, elles consommeront à Berlin, elles consommeront à Barcelone. Donc en réalité, c'est de l'emploi et de la croissance perdue pour la France. Mais je pense aussi aux familles d'Île-de-France qui tous les jours ont des heures de trajet et qui n'ont pour faire leurs courses le week-end que le samedi et qui se retrouvent dans des centres commerciaux archibondés avec des grosses difficultés en termes de qualité de vie et des grosses difficultés pour consommer. Donc je pense aussi aux étudiants qui ont besoin d'un petit travail le week-end pour gagner leur vie en même temps qu'ils font leurs études et qui seraient payés double s'ils pouvaient travailler le week-end. Bref, je crois qu'aujourd'hui il faut de la souplesse, il faut par le dialogue, par la négociation, faire évoluer cette législation. J'ai d'ailleurs co-signé avec Luc Châtel une proposition qui va dans ce sens. Alors, vous avez aussi été interviewé par le journal Le Monde sur le budget de manière générale et vous avez dit « Nous sommes au bord de la révolte fiscale ». Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous prévoyez des troubles ? Vous savez, le consentement à l'impôt est une composante clé du pacte républicain. Consentir à l'impôt, c'est consentir à payer pour des services publics de cohésion sociale et consentir à payer pour les plus pauvres, pour la solidarité. Alors, je le dis, aujourd'hui, on voit bien que ce consentement à l'impôt est abîmé. On a 2 signes très forts dans le budget 2014.
moins de recettes d'impôts sur les sociétés, moins de recettes de TVA, des milliards d'euros de recettes en moins. Pourquoi ? Eh bien parce que s'est enclenché un phénomène de délocalisation d'activités et de travail. Oui, Madame la députée, excusez-moi de vous interrompre, mais là vous répondez pas vraiment à la question. Vous dites au bord de la révolte fiscale. Ce sont des mots forts. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Ça veut dire que nos citoyens sont en train de chercher des mécanismes pour éviter de payer leurs impôts. Le travail dissimulé, c'est une forme de révolte fiscale. La délocalisation, c'est une forme de révolte fiscale. Et cette révolte fiscale, vous le voyez, elle peut prendre des formes très pernicieuses parce que très souterraines. On a parlé du départ de Gérard Depardieu en Russie, mais ça n'est qu'un épiphénomène, ça n'est que la face émergée de l'iceberg. Ce qui est beaucoup plus dangereux pour tous les enfants de France, pour tous les chômeurs, pour tous ceux qui cherchent un emploi, eh bien, c'est ces délocalisations, c'est ce retour du travail au noir qui met un grand nombre de salariés dans une grande précarité. Ils n'ont pas de protection sociale, ils n'ont pas de retraite. Voilà ce qui est en train de produire l'overdose fiscale du gouvernement. Une révolte fiscale sourde, une révolte fiscale, j'allais dire, sous le manteau. Alors, votre parti, l'UMP, se prononce pour l'abrogation des 35 heures. Le patron des députés UMP, Christian Jacob, a d'ailleurs dit qu'il fallait travailler 39 heures, payer 39. Mais avant-hier, à Nice, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, vous savez, il a déjeuné avec des élus des Alpes-Maritimes, leur a dit qu'il n'était pas du tout pour la suppression des 35 heures. Lui, il continue à défendre les heures supplémentaires défiscalisées, celles que le gouvernement de M. Hollande a supprimées. On se souvient que Jacques Chirac, lui aussi, ne voulait pas supprimer les 35 heures. Vous, la chiracienne que vous êtes ou que vous étiez, vous allez nous dire, qu'est-ce que vous en dites ? Je prône une troisième voie. Je pense qu'il serait tout aussi absurde de supprimer les 35 heures, payer 35, pour imposer 39 heures, payer 39, que de ne rien faire. Voilà. Aujourd'hui, que faut-il ? Que faut-il à la société française ? Il lui faut de la souplesse, il lui faut du libre choix, il lui faut du dialogue social et de la négociation d'entreprise. Aujourd'hui, ce dont les entreprises ont besoin, c'est de négocier le temps de travail dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont très bien aux 35 heures parce qu'elles font de la productivité, parce qu'elles ont des commandes, parce que tout va bien. Il y a des entreprises qui ont besoin de travailler 39 heures aujourd'hui et qui ont besoin de négocier un accord salarial avec leurs salariés. Donc accord par branche ou accord par entreprise ? Non, mais attendez, il y a aussi une troisième catégorie dont on ne parle pas. Les entreprises qui ont besoin de faire 32 heures. Parce qu'en ce moment, pour sauver l'emploi, il faudrait qu'elles puissent travailler moins parce qu'elles n'ont pas de commandes. Mais elles retravailleront plus quand elles en auront. C'est ça le système à l'allemande. C'est ça qu'il faut. Le temps partiel, c'est ce que font les Allemands d'ailleurs. Pardon ? C'est ce que font les Allemands, je crois. C'est ce qu'ont fait les Allemands durant la crise. Et vous voyez d'ailleurs qu'aujourd'hui, que font-ils ? Ils réaugmentent le temps de travail et réaugmentent les salaires. Donc, si vous voulez, moi je crois que notre société, elle est en train d'étouffer sous les réglementations tatillonnes. Elle est en train d'étouffer sous une législation qui ne laisse plus aux entrepreneurs, aux acteurs économiques, la liberté de choisir et de négocier avec leurs salariés des accords gagnant-gagnant. Alors, protégeons les salariés, bien entendu, mais permettons aussi de la souplesse, de la liberté d'entreprendre. C'est vraiment mon plaidoyer, c'est celui que j'essaie de défendre dans le livre que j'ai écrit, la liberté d'entreprendre, la liberté de choix, et puis surtout l'emploi. Alors, vous publiez ce livre, voulez-vous sortir de la crise ? Point d'interrogation. J'imagine que c'est une question rhétorique. Vous ne doutez pas de la réponse des Français ? Pour tout vous dire, les Français veulent évidemment tous sortir de la crise. Mais à chaque fois qu'on propose un certain nombre des médicaments, on a l'impression qu'ils refusent l'ordonnance. Vous savez, on est dans un pays qui est à la fois révolutionnaire et conservateur. Et nous avons vraiment du mal à accepter que la réforme, ce soit pas une punition. La réforme, ce soit pas systématiquement de l'austérité ou de la perte de droits acquis. La réforme, c'est la guérison. Et l'exemple allemand, l'exemple suédois, l'exemple canadien prouvent bien que des pays qui étaient comme nous, très endettés, très lourdement déficitaires, ont pu se redresser et qu'aujourd'hui on y vit bien, on y vit mieux. Mais quels sont les médicaments que les Français refusent d'après vous ? Ah, mais toutes sortes. Vous savez que dans mon ouvrage, je reviens sur le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy pour essayer de voir ce qui a marché et ce qui a bloqué. La fusion département-région. On va en parler. La fusion département-région ferait économiser des dizaines de milliards d'euros. Mais est-ce que les Français la refusent ? C'est pas les Français qui refusent, c'est plutôt les politiques qui mettent pas ça en œuvre.
Là, vous il y dites a eu un que les bloc. Français refusent l'ordonnance, mais c'est plutôt les politiques qui refusent de la prescrire, l'ordonnance. Nous avions fait une loi qui a effectivement été bloquée par un certain nombre de lobbies d'élus. Mais quand en Alsace, Monsieur Richert, le président de région, fait un référendum pour la fusion département-région, il perd le référendum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France silencieuse, qui est pour la réforme, ne se mobilise pas assez. Et le cri que je pousse, voulez-vous vraiment sortir de la crise? C'est un cri à cette France silencieuse, qui doit désormais faire entendre sa voix, qui doit dire qu'elle accepte les réformes. Parce que vous savez, sinon, eh bien, en 2017, pour la conquête du pouvoir, les hommes politiques n'oseront pas dire ce qu'il faut faire pour le pays. Justement, parce vous, dans votre... qu'ils n'y arriveront pas à être élus après. Madame Pécresse, dans votre livre, justement, vous le disiez tout à l'heure, vous faites un bilan un petit peu critique, même beaucoup critique, du quinquennat de M. Sarkozy. Vous parlez de, j'ouvre les guillemets, manque de courage, manque d'audace. Est-ce que vous aviez eu à l'époque l'occasion d'en parler avec lui? Parce que M. Sarkozy, si j'ai bien compris ce qu'il disait avant-hier aux députés avec lesquels il déjeunait, il dit, mais tous ces ministres qui me critiquent aujourd'hui, je ne les ai pas beaucoup entendus à l'époque. Je ne les ai pas beaucoup entendus à l'époque, exact. S'ils ont souffert, ils ont souffert en silence. Alors, est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux qui ont souffert en silence? D'abord, le livre n'est pas du tout un livre à charge. Si vous le regardez attentivement, vous apercevrez qu'il y a énormément de moments où nous avons fait preuve d'un grand courage, où Nicolas Sarkozy a fait preuve d'un grand courage. Je parle de l'université, des 9 mois de blocage, de la réforme des régimes spéciaux, de la réforme des retraites. Je parle de la crise. Donc, il y a eu des moments de grand courage. Vous savez, quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Mais il y a eu un certain nombre de sujets sur lesquels on a reculé. Et j'essaye d'expliquer pourquoi on a reculé. Je cherche pas. C'est pas un livre d'autoflagellation. C'est pas un livre pour chercher des coupables. C'est un livre pour comprendre les causes. Et donc, j'essaie de disséquer les blocages de la société française, du dialogue social, la violence de la rue, l'extrême gauche, le jeu en réalité de cette France qui bloque par rapport à cette France silencieuse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas du tout un livre qui cherche un procès du quinquennat. Au contraire, j'étais très fière de participer à cette aventure du quinquennat. Je l'ai toujours dit. En revanche, c'est vrai qu'à certains moments, j'ai dit à Nicolas Sarkozy un certain nombre de choses sur la circulaire Guéant, par exemple, qui donnait un très mauvais signal aux étudiants étrangers en France. Je l'ai dit sur la réforme de la formation des maîtres, que je considérais être une réforme qu'on n'avait pas assez négociée, qu'on n'avait pas assez mûrie. Je l'ai dit sur l'ouverture à gauche dans le domaine social. Le fait de mettre des ministres de gauche dans le domaine social, ça a donné le sentiment que la droite ne savait pas faire du social, qu'elle n'aimait pas le social, alors que c'est tout le contraire, et ça nous a privés de notre bilan social. Tout ça, je l'ai dit à Nicolas Sarkozy pendant le quinquennat. Mais, vous savez, moi, je suis loyale. Je fais partie d'une équipe, je m'engage à fond. Il n'est pas question pour moi d'aller affaiblir l'équipe avec mes états d'âme. Et en cela, je me différencie beaucoup de Madame Duflot, de Monsieur Hamon aujourd'hui. Alors, on va parler de Madame Duflot, mais un mot quand même sur les propos de François Fillon sur le Front National qui continue à semer le trouble dans votre propre camp. Vous-même, vous avez dit que vous n'avez pas compris ces propos. Est-ce que Fillon va avoir l'occasion de clarifier les choses pour vous et pour l'ensemble de nos concitoyens? En tout cas, vis-à-vis de moi, il a totalement clarifié sa position et il l'a aussi clarifié devant le bureau politique de l'UMP. Il a dit qu'il n'appellerait jamais à voter Front National, que l'ensemble de son combat en tant que gaulliste social s'était fait contre l'extrême droite et contre tous les extrêmes d'ailleurs. Et je crois que vraiment, mettre en doute la parole de François Fillon sur cette question, c'est indigne compte tenu de son histoire. Oui, enfin, c'était quand même un petit peu curieux la façon dont il l'a tourné. Enfin, c'est une question que je pose. Hein. D'un côté, il nous dit mes positions sur le Front National et celles du président, de l'ancien président Sarkozy, sont irréconciliables. De l'autre côté, il dit voilà, entre un FN et un PS, il faut choisir le moins sectaire. Ce qui laisse supposer que le moins sectaire, c'est peut-être le FN. Donc, c'est une façon de dire vous pouvez voter FN si vous le voulez. Alors, ce qui est complètement contradictoire, est-ce que vous, Madame Pécresse, vous prenez, est-ce que donc, puisque vous êtes une proche de François Fillon, est-ce qu'à un moment, ce qui vient de se passer, est-ce que ça vous a fait douter de lui, j'entends?
Madame Pujac, je vous ai dit que je n'avais pas compris cette phrase et que j'étais immédiatement allée demander à François Fillon de me l'expliquer et que c'est au vu de ses explications et de la force de conviction qu'il a mis dans ses explications. Mais le problème, c'est que nous, on les a pas eu. Enfin, le public n'a pas eu ces explications. Je Vous crois les que avez eues. la situation est très simple et très claire. Pas d'alliance avec le Front, aucune alliance, jamais, aucun appel à voter pour un candidat Front National et en même temps un devoir de rassemblement de tous les Français pour un programme de redressement de la France. On ne va pas stigmatiser des électeurs qui s'égareraient dans le vote extrême. Très souvent d'ailleurs, ce sont des électeurs qui ont été déçus peut-être parce que nous ne sommes pas allés assez loin dans un certain nombre de réformes, dans le respect de la règle d'autorité, dans la réflexion sur des sujets qui font débat dans la société française. On le voit aujourd'hui encore avec la question des Roms, qui est aujourd'hui qui met le feu au gouvernement. Donc vous voyez que ces sujets On va parler des Roms, jamais simples à mais traiter. sur le Front National, il y a un certain nombre de sondages, encore ce matin celui du JDD, un Français sur 4 pour un vote sanction, mais on ne sait pas dans quel sens ira ce vote sanction. À quel niveau situez-vous aujourd'hui la menace du Front National aux municipales, aux européennes, aux régionales? Pour tout vous dire, au municipal, l'UMP aura des candidats au deuxième tour dans toutes les élections. Donc, ce que je veux, c'est que nous allions en 2013-2014 dans le débat d'idées. Les Français sont exaspérés par la guerre des égos et la guerre des chefs. Ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Et c'est pour cela aussi que j'ai pris le temps de coucher sur le papier un certain nombre d'idées. C'est parce que je crois qu'il faut convaincre les Français qu'en dépensant un peu moins, en travaillant collectivement un petit peu plus, ce serait tellement facile de s'en sortir. Vous savez, hier, j'étais devant un parterre de professionnels libéraux, de médecins. Et je leur parlais d'une réforme qu'on n'a pas su faire, qu'on n'a pas pu faire, parce que c'est très difficile, qui était la réforme de la première année de médecine. La première année de médecine, c'est une année où il y a 80% de taux d'échec à la fin de l'année. Et depuis des années, on n'arrive pas à réformer. Alors, moi, j'ai un petit peu lancé le mouvement. Je sais que ma successeur aussi est très préoccupée par le sujet. Mais vous comprenez, ça coûte très cher. Socialement aussi, ça coûte très cher parce que les jeunes qu'on engouffre dans cette Mais enfin, première bon, année de on en médecine, revient à notre question. non, mais je Pour vous le le dis, FN. non, mais c'est très important cette histoire d'idées et de débat. Les Français se demandent comment sortir de la crise. Ils attendent des politiques qu'on leur dise comment on va le faire. Et si on ne leur dit pas, alors ils voteront extrême. Mais s'ils ont l'impression qu'on a un cap, s'ils ont l'impression qu'on va faire ce qu'on dit, s'ils ont l'impression qu'on a des nouvelles idées, alors ils ne se détourneront pas de nous. Et vous, pour l'instant, vous pensez que le Front National menace plus la droite ou la gauche? Le Front National peut être un boomerang absolu pour la gauche. Et d'ailleurs, c'est très risqué. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une alliance objective entre François Hollande et le Front National. François Hollande a changé toutes les règles du jeu électoral pour pouvoir mettre le Front National en valeur, que ce soit remettre des scrutins de liste au régional, que ce soit imposer des scrutins de liste dans les villages de 1000 habitants. Tout ça, c'est fait pour politiser et évidemment pour mettre du Front National partout. Donc il y a aujourd'hui une alliance objective entre le PS et le Front National, ce qui montre d'ailleurs que le Parti Socialiste n'a pas vraiment beaucoup de leçons de morale à donner en ce domaine. Mais ça peut boomeranguer. Pourquoi? Mais parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un vote Front National de gauche aujourd'hui. Et on s'en est aperçu à Villeneuve-sur-Lot, on s'en est aperçu dans l'Oise. Et aujourd'hui, eh bien peut-être qu'en agitant Front National, François Hollande va se prendre un retour de bâton. Comment vous jugez, Madame Pécresse, les couacs à l'intérieur du gouvernement Ayrault et notamment l'accrochage entre Cécile Duflot et Manuel Valls sur la question des Roms? J'ai vu ce matin dans le journal du dimanche que Éric Ciotti déclarait sur les Roms il faut sortir de l'ambiguïté et il a déposé à l'Assemblée une proposition contre l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'espace Schengen. Aujourd'hui, sur cette question, je crois que Cécile Duflot, mais comme Benoît Hamon, qui a repris un peu les mêmes thèses, Cécile Duflot et Benoît Hamon doivent sortir des salons de leur ministère et venir voir ces bidonvilles qui s'installent à nos portes. Ces bidonvilles insalubres, illégaux, sont indignes de la République. Il faut faire quelque chose. On doit sortir de l'impuissance affichée aujourd'hui par Manuel Valls. Donc, mettons-nous tous ensemble pour trouver une solution. Et cette solution, elle est essentiellement diplomatique aujourd'hui, parce qu'il s'agit de reconduire des populations, en général en situation irrégulière, à la frontière, et d'avoir un accord avec la Roumanie et la Bulgarie pour qu'elles acceptent le retour
de ces populations. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la question, elle est d'abord diplomatique. Et c'est pourquoi cette question de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen est un moment clé, phare, pour pouvoir mener cette négociation. Vous voulez dire qu'il ne faut pas autoriser, concrètement, hein, c'est ça, hein, il ne faut pas autoriser la Roumanie et la Bulgarie à entrer dans Schengen, enfin en tous les cas pas maintenant. Pour moi, il faut suspendre l'application du traité de libre circulation du 1er janvier. Enfin, il faut que la France demande la suspension de ce traité, qu'elle demande la suspension de ce traité tant que des problèmes de circulation de population et de migration de population de manière irrégulière avec la constitution de bidonvilles insalubres dans nos villes ne sera pas réglé. On ne peut pas rester impuissant. Il faut aujourd'hui que la France fasse entendre sa voix, y compris à Bruxelles, sur ces questions. Et on ne peut pas admettre l'impuissance du politique. C'est l'impuissance du politique qui nourrit les extrêmes. Pour l'instant, c'est surtout les Verts qu'on entend, enfin Madame Duflot, en tous les cas. À votre avis, les Verts au gouvernement, c'est un plus... On entend aussi beaucoup Manuel Valls, mais oui, on l'entend, il n'agit pas. Alors ça déclenche un phénomène d'indignation de la part de nos concitoyens quand les actes ne sont pas en adéquation avec les mots. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire être en adéquation avec les mots? C'est-à-dire que lui, ou en tous les cas que le gouvernement, que le président demande la suspension, comme vous dites, de l'application de la loi, de l'ouverture des frontières au 1er janvier, c'est cela? Je crois que François Hollande doit ouvrir un dialogue diplomatique avec la Roumanie, avec la Bulgarie, pour voir comment nous pouvons régler cette question de l'arrivée sur notre sol de populations en situation irrégulière qui viennent constituer des bidonvilles sur notre sol. Manuel Valls a dit les Roms doivent rentrer chez eux. Aujourd'hui, la question, c'est comment, par le biais du dialogue diplomatique, nous pouvons obtenir cela. Vous savez, il y a au niveau européen une vraie politique financière pour l'intégration des Roms. Cette politique financière, ces moyens financiers sont destinés essentiellement à la Roumanie et à la Bulgarie pour l'intégration de ces populations sur leur sol. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons à mener ce débat diplomatique à Bruxelles. Alors, on va dire quelques mots de la situation internationale, de la Syrie et de l'Iran. Vous nous avez dit que vous avez dit que vous n'aviez pas compris la sortie de François Fillon sur le Front National. Est-ce que vous avez mieux compris sa visite à Moscou et les propos qu'il a tenus là-bas? Pierre Lelouch écrivait samedi dans Le Monde que Fillon a agi en vrai gaulliste en attaquant la position de François Hollande à Moscou. Vous êtes d'accord avec lui? Depuis la guerre en Irak et Jacques Chirac, nous savons que la diplomatie française peut faire entendre une voix singulière au Proche-Orient, mais que pour faire entendre cette voix singulière, nous avons besoin de nous rapprocher de l'Allemagne, qui doit être notre allié indéfectible, et aussi avoir un dialogue d'égal à égal avec la Russie. Et de ce point de vue, François Fillon s'inscrit exactement dans cette tradition chiracienne du non à la guerre en Irak. Alors, ça n'a pas plu à François Hollande, mais vous savez, l'attaque de la gauche sur le voyage en Russie de François Fillon a été d'autant plus violente que je crois que François Hollande ne s'est pas grandi dans cette affaire syrienne. Vous voyez la résolution qui vient d'être votée à l'ONU, elle prouve bien qu'en réalité, les voies du dialogue international étaient les bonnes, qu'il pouvait y avoir une initiative conforme aux règles du droit international et que cette initiative pouvait prospérer. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui que nous puissions parler d'égal à égal avec la Russie. C'est ce que François Fillon a fait en disant à Vladimir Poutine qu'il n'acceptait pas. Les États-Unis, les Israéliens sont très inquiets. Est-ce qu'à votre avis, c'est une inquiétude justifiée ? Le monde entier est inquiet de la situation en Syrie, bien entendu, parce que les risques de déstabilisation... On pense à toutes les populations civiles syriennes. Donc, bien évidemment, je crois que tout le monde entier est concerné par la stabilité du Proche et du Moyen-Orient. C'est une banalité de le dire, mais aujourd'hui, on le vit
concrètement. Et évidemment, toutes les inquiétudes sont fondées. Et c'est pour cela que nous devons mettre toute notre énergie à résoudre la crise. Et sur l'Iran, le président Hollande a eu raison cette semaine de rencontrer le président Rouhani. Il faut que les voies du dialogue s'instaurent. Tout ce qui va dans le sens de la paix et du dialogue est bon. Maintenant, nous jugerons le nouveau président iranien sur ses actes. Alors, une question de fin avant la question MyBooks, Nadège. Oui, je voudrais revenir à la politique intérieure. Vous avez dit que le MoDem tient aujourd'hui, d'ailleurs, son université d'été. On parle beaucoup du rassemblement des centristes. Est-ce que ça peut être un danger pour la droite, ce rassemblement de centristes ? Ce que je constate surtout, c'est que aujourd'hui, le MoDem regrette d'avoir voté François Hollande, comme d'ailleurs une bonne partie des Français, et se rend compte réévalue le bilan de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si, effectivement, le centre revient dans le giron d'une droite réformatrice, réformiste, modérée, républicaine, je m'en féliciterai. La question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information littéraire et en partenariat avec ce site, nous vous posons la question. Valérie Pécresse, quel est votre livre de chevet ? Quel est le livre que vous lisez en ce moment ? En ce moment, je lis Plongée de Christophe Onodibio. C'est une très belle histoire d'amour et ça change de la politique. Absolument, Christophe Onodibio qui raconte effectivement, qui est le responsable des pages culture du Point et qui raconte, je crois que c'est un peu autobiographique, Plongée. Enfin, je ne le sais pas, mais je sais en tout cas que c'est vraiment dans la même veine que son premier grand roman Birman qui racontait une histoire d'amour folle en Birmanie. Et là, c'est une autre forme d'histoire d'amour qui est à propos de la mer et de la culture. Voilà, c'est une très belle histoire. Merci beaucoup Valérie Pécresse, députée UMP.